Et on va revenir sur tous ces sujets, évidemment, avec vous, Olivier Paccaud. Vous êtes sénateur LR de l'Oise. Mais d'abord, on va regarder ensemble les unes de la presse régionale. On en a sélectionné 3. D'abord, la une de la Provence, et cette question: qui en veut aux prisons? Qui se cache derrière DDPF, le sigle retrouvé, tagué sur les murs de prison? La deuxième une, c'est celle de la Marseillaise, et c'est un sondage IFOP. 52% des Français prêts à changer de maire. Ce sondage qui montre que la prime aux sortants s'érode. Et puis la dernière une, c'est celle de l'Est et Clerville. Les pompiers galèrent pour s'assurer. Les collectivités auboises et même les pompiers sont en souffrance au moment de renouveler les contrats entre tarifs en hausse et appels d'offres infructueux, mais ils espèrent ne pas rejoindre la liste des 1500 communes actuellement qui ne sont plus assurées. Quelle une avez-vous envie de commenter ? Écoutez, puisque nous parlerons des prisons plus tard dans l'émission, je vais choisir la une de la Marseillaise qui me surprend beaucoup. Donc 52% des Français prêts à changer de maire. Alors c'est positif parce que ça veut dire qu'ils vont aller voter. Donc s'il y a une volonté citoyenne, tant mieux. Maintenant, dire que la prime aux sortants s'érode, moi je n'ai jamais vu ça. Ça me surprend énormément. C'est parce que vous constatez, vous, parce qu'on imagine que vous rencontrez évidemment beaucoup d'élus. Vous avez... Un maire sortant qui a bien fait son travail est toujours réélu. Pour qu'un maire sortant soit battu, il faut 2 circonstances principales. La première, c'est qu'il ait suscité beaucoup de critiques dans sa commune, et ça peut arriver. La seconde, c'est qu'il y ait une alternative vraiment tout à fait remarquable, et ce n'est pas toujours le cas. Donc je suis très surpris par ce sondage. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à des élections plus nationales que locales? Est-ce que l'étiquette va plus jouer que d'habitude? Alors peut-être dans les grandes communes, hein, dans les Lyon, Marseille, peut-être effectivement qu'il y aura une nationalisation du scrutin, comme on dit. Dans les communes de taille plus réduite, je n'y crois pas, non. On va parler des prisons, évidemment, et on l'a vu dans le journal, ces attaques qui se multiplient. D'abord, est-ce que vous êtes surpris de ce mode opératoire? Oui, bien sûr. C'est la première fois qu'on voit de façon concertée, sur divers points du territoire, une attaque violente contre donc des bâtiments publics. Alors violente puisqu'il y a eu des incendies de véhicules, puisqu'il y a eu des tirs à la Kalachnikov à Toulon. Donc effectivement, c'est une gravité exceptionnelle. On s'attaque à l'État, on veut intimider l'État. Alors, l'enquête est en cours pour savoir s'il s'agit d'un mouvement organisé par des narcotrafiquants ou alors si c'est une mouvance anarchiste d'extrême gauche. Laissons la police faire son travail. Néanmoins, c'est très inquiétant et ça montre que la loi qu'on a votée sur le narcotrafic est plus qu'indispensable. Ce qui s'est passé dans d'autres pays comme par exemple les Pays-Bas est en train d'arriver en France. Hein. Quand Bruno Retailleau parlait effectivement de ce fléau, de cette peste qui s'infusait notre territoire, il disait vrai, on en a un bon exemple malheureusement. Vous pensez qu'il y a un lien, du coup, entre les mesures prises pour lutter contre le narcotrafic? La loi sera définitivement votée au Sénat à la rentrée parlementaire, au Sénat et à l'Assemblée. Gérald Darmanin qui met en place les prisons de haute sécurité pour isoler les narcotrafiquants. Vous pensez que ça a un rapport, du coup? Oui, parce que ce gouvernement, en tout cas ces 2 ministres que vous avez cités, ils agissent. Alors ils agissent pour faire reculer effectivement le trafic. Ça se passe hors des prisons, mais dans les prisons, puisqu'on fait en sorte que les voyous, les bandits ne puissent plus de leur prison pouvoir continuer à commander ou commanditer des délits, des trafics. Et effectivement, ils réagissent. C'est évident. Est-ce que ce qui se passe en ce moment sur le narcotrafic, ça met la République en danger, selon vous? Ça pourrait. Ça pourrait. De toute façon, la paix sociale ou la paix tout court n'est jamais assurée. Il faut toujours se remettre en question. Et la première des missions d'un État, c'est d'assurer la sécurité. Point à la ligne. Et là, on a face à nous des gens particulièrement motivés, particulièrement dangereux, armés avec des armes de guerre, qui ont déclaré la guerre à la France pour des raisons financières. Voilà. Et donc, il faut être d'une fermeté extrême. On a pris des mesures législatives qui vont devoir être certainement complétées. Il va falloir aussi que la justice soit d'une fermeté totale vis-à-vis des trafiquants. Et puis, il faudra aussi que les consommateurs soient punis. Je pense que, ça a été dit notamment par le ministre de l'Intérieur, mais il y a une complicité
involontaire évidemment, mais il y a une complicité entre le consommateur et le trafiquant. Donc il faut plus pénaliser les consommateurs. Oui, Est-ce que ça pose aussi le débat d'une légalisation? Est-ce que ce qui se passe, c'est pas aussi l'échec de la prohibition? Est-ce que la légalisation, ça affaiblirait pas les réseaux mafieux? C'est ce que certains disent, mais ce n'est pas ce que l'on constate là où cela a été légalisé, aux Pays-Bas par exemple, ou dans d'autres pays. On a déjà 2 fléaux. C'est l'alcool et la cigarette. On veut en légaliser un troisième? C'est du délire total. Donc non à la légalisation. Je ne voterai jamais ce type de mesure. On va continuer à parler des prisons, c'est l'actualité dans votre département avec nos partenaires de la presse régionale. On retrouve Jean-Marc Chevauché. Bonjour Jean-Marc, merci beaucoup d'être avec nous, rédacteur en chef adjoint au Courrier Picard. Jean-Marc, on va parler avec vous de Gérald Darmanin. Il était lundi dans l'Oise, vous y étiez, Olivier Paccaud, le garde des Sceaux, il était à Crépy-en-Valois. Et cette visite, elle s'inscrit dans le cadre de sa volonté de construire 3000 places de prison modulaire. Oui, c'est dans l'Oise, effectivement, que est venu Gérald Darmanin cette semaine, puisque c'est là qu'on construit les fameuses prisons modulaires dont on a beaucoup parlé, hein, qui sont rien de moins que des blocs de béton, hein, pour aller vite, hein, et puis permettre de répondre à la demande d'incarcération de manière à gagner beaucoup de temps, voilà, puisque en fait le principal facteur c'est celui-là, gagner beaucoup de temps sur les places de prison et puis en 18 mois faire ce qui nécessiterait normalement plusieurs années, voire 6 ou 7 ans de chantier, voilà. Donc Monsieur Paccaud, bonjour, et votre avis sur ces prisons modulaires qui sont, rappelons-le, fabriquées dans l'Oise? Écoutez, j'ai découvert donc lundi ces prisons modulaires, ou plus exactement ces modules qui sont fabriqués à Crépy-en-Valois. Alors, ils sont fabriqués effectivement de façon industrielle, à la chaîne, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite. Nous n'inventons rien, cela existe au Royaume-Uni, cela existe en Allemagne. Cela permet d'aller beaucoup plus vite, vous avez raison, cela coûte beaucoup moins cher. En gros, une place de prison normale, c'est à peu près 400 000 euros. Là, avec ces bâtiments modulaires, c'est à peu près 200 000 euros et ça permet de gagner effectivement 2 fois plus de temps. Concrètement, il y a un plan 15 000 places de prison qui avait été lancé par les gouvernements précédents. Il y en a à peine 5 000 qui ont été livrés. Donc, il faut en livrer plus de 10 000. Et donc, le ministre de la Justice, qui sait très bien communiquer, est allé à Crépy pour donc montrer comment ça se passe et annoncer que d'ici la fin 2026, 3 000 nouvelles places seraient créées grâce à ce système qui n'est pas un système entre guillemets inhumain. Au contraire, toutes les structures modulaires ont été faites avec l'accord, le partenariat de personnel pénitentiaire. Ce sont des cellules, on ne va pas dire des cellules luxueuses, hein, ça reste des cellules de prison, mais très bien équipées. Infaillible, entre guillemets, avec donc des barreaux, etc. Et ce que je tiens à rajouter sur cette politique pénitentiaire, c'est qu'il y a la réindustrialisation d'un site qui était important et qui avait fermé. C'était un site Poquelin. On y construisait des grues à Crépy-en-Valois. Ce fut un traumatisme lorsque le site a fermé et sa réindustrialisation, là, est une très bonne nouvelle. Il y a 40 compagnons de chez Bouygues Bâtiments qui y travaillent et ça tourne bien. C'est une excellente nouvelle pour le territoire et pour la politique pénitentiaire. Rappelons quand même qu'on a aujourd'hui, de mémoire en France, 82 000 personnes qui sont incarcérées, alors qu'on n'a que 62 000 places. Ça veut dire qu'on a une surpopulation carcérale, donc il faut construire de nouvelles prisons, et puis repenser aussi notre politique pénitentiaire, c'est une autre chose, mais il faut construire. Un dernier mot, Jean-Marc ? Ouais, c'est pour l'aspect matériel. Merci de nous donner ces éclaircissements. Mais sur les mesures à prendre, pour revenir sur le débat que vous aviez tout à l'heure avec Oriane, nous avons sorti ce matin dans le Courrier Picard une enquête sur les prisons de la région, notamment celle de Beauvais, hein, et également celle d'Amiens, mais surtout à Beauvais, où il y a eu récemment, alors avec les événements nationaux, évidemment, l'angoisse monte chez le personnel pénitentiaire. À Beauvais, on a eu récemment un détenu particulièrement dangereux qui portait un couteau avec une lame de plus de 20 cm, hein, qui avait été
qui avait été livré par drone au-dessus de la prison. Le personnel pénitentiaire de Beauvais a déjà vu des véhicules brûlés, hein, notamment celui d'une élue de Beauvais d'ailleurs, une dame qui par ailleurs était élue à Beauvais, qui a changé de métier, qui a été obligée de demander à l'administration de lui trouver un autre métier. On va tous être d'accord pour dire qu'il n'est pas normal que du personnel soit obligé d'en arriver là, de changer de travail, d'aller au travail avec la peur au ventre. Je ne vais pas vous demander une réponse immédiate, mais sur le long terme, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrête, pour que le personnel pénitentiaire puisse faire son travail comme n'importe quel autre fonctionnaire dans ce pays? Il est évident qu'il faut beaucoup plus de fermeté vis-à-vis des délinquants qui s'attaquent à tous les personnels liés au monde de la protection, que ce soit le personnel pénitentiaire, le personnel policier, donc c'est une chose. Mais après, il faut aussi repenser notre politique pénitentiaire. Et notamment, je suis favorable, et je ne suis pas le seul, à mettre en place très rapidement des courtes peines pour que la durée d'incarcération n'augmente pas. Très concrètement, premier délit, on va assez vite en prison pour une courte peine et on espère que ça dissuadera les primo-délinquants, entre guillemets, ou les plus jeunes de s'endurcir et de s'encrouter, entre guillemets, en prison, où ils deviennent de plus en plus durs et où ils n'hésitent pas à s'attaquer aux gardiens et à solliciter de leur entourage, effectivement, une intimidation de ces gardiens et gardiennes de prison qui font un métier très difficile, mais ô combien utile, et nous devons les protéger à tout prix. Merci Jean-Marc Chevauché, merci d'avoir été avec nous. La une du Courrier Picard, agent pénitentiaire, ça fait des années qu'on alerte. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Jean-Marc. On va parler du budget. Olivier Paccaud, François Bayrou qui a une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme mardi sur l'état des finances publiques. Une des causes, selon lui, une plus faible productivité des Français par rapport à nos voisins européens. On l'écoute. Nous ne produisons pas assez et nous ne travaillons pas assez. Le taux d'emploi des jeunes Français est beaucoup plus faible que chez nos voisins européens et le taux d'emploi des seniors est aussi plus faible que chez nos voisins européens. C'est l'explication brute du taux d'emploi qui est faible chez les travailleurs français. Il a raison de dire ça, on ne travaille pas assez, on ne produit pas assez? Oui, évidemment. Ça fait jamais plaisir d'entendre ça et j'ai entendu d'ailleurs un sondage qui disait que la plupart des Français disaient qu'ils travaillaient assez, voire trop. Non, quand on compare à nos voisins, on ne travaille pas plus qu'eux, au contraire. Et c'est vrai que pour pouvoir redistribuer de la richesse, il faut en créer. Et il y a un problème effectivement de travail dans notre pays. Ça fait pas plaisir de le dire, mais c'est un fait. Alors, vous avez vu sous le pupitre du Premier ministre, est marqué la vérité permet d'agir. Certes, la vérité est claire. Après, pour agir, il faut autre chose. Il faut du courage. Voilà. Et lors du premier budget que nous avait présenté François Bayrou, on en avait eu un tout petit peu, mais peut-être pas assez. Et donc, le prochain budget, effectivement, ça va être l'heure de vérité, entre guillemets. Alors, on va aller chercher où les 40 milliards? Éric Lombard, par exemple, il dit qu'il faut pérenniser la contribution sur les revenus. C'est quelque chose que vous pourriez voter, ça? Vous savez bien que je ne suis pas un fan de l'impôt et que je pense que les plus hauts revenus doivent y contribuer à due proportion de ce qu'ils gagnent. Ils le font logiquement, sauf quand ils réussissent à optimiser de façon, entre guillemets, pas très citoyenne, mais légale. Alors, bon... Trop taxé, j'y suis défavorable, ça encourage l'expatriation fiscale. Maintenant, comment faire ? Le gouvernement semble changer un petit peu de méthode. Et moi, je fais partie des rapporteurs spéciaux de certains budgets. Je suis rapporteur spécial du budget de l'éducation nationale. J'ai eu l'agréable surprise d'être contacté par le conseiller financier de la ministre de l'Éducation nationale pour qu'on se voit assez vite, pour qu'on propose des choses. Mais l'an dernier, ça ne s'était pas passé comme ça. Au contraire, on avait proposé des choses qui finalement avaient été retoquées. Moi j'avais proposé quelques économies qui avaient été retoquées. Donc là, j'espère que la main tendue... Notamment en supprimant 2000 places au lieu de 4000, tout en le finançant par une mesure... C'est-à-dire que vous allez reproposer la suppression des 2000 postes? Alors, je ne sais pas de quoi ils vont partir. Mais je peux vous prendre une mesure très concrète qui permettra quelques toutes petites économies. On est en train de travailler actuellement avec la Cour des comptes sur la problématique de l'éducation prioritaire. Et la Cour des comptes affirme, à mon avis à juste titre, que
des dédoublements de classe de 12 élèves, ça peut avoir de bons effets, mais si de 12 on passe à 15, ça n'aggravera pas les conditions d'éducation, d'apprentissage de ces enfants. Eh bien, pourquoi pas? Voilà. Alors, objectivement, ça créera de toutes petites économies, mais les petits ruisseaux font les fleuves moyens, entre guillemets. Donc, il faut déjà travailler avec les parlementaires pour que chacun propose des solutions très concrètes dans son domaine. Et puis ensuite, il va falloir avoir le courage de réformer l'État. Alors, on parle depuis des années, des fameuses agences, la désagencification de l'État. Je vous prends moi à chaque fois l'exemple de l'Agence nationale de cohésion des territoires, dont on ne sait pas à quoi elle sert, si ce n'est à distribuer des sous que distribuait très bien auparavant le ministère de l'Intérieur via les préfectures. Il y a des économies à faire là aussi, c'est évident. Et puis, il y a le domaine des dépenses sociales. Mais il faudrait avoir toute une émission pour en parler. Et on n'a pas trop le temps, on va continuer à parler d'éducation. Comment faire face au manque d'attractivité du métier d'enseignant? Le 28 mars dernier, la ministre Elisabeth Borne a présenté une réforme de la formation des enseignants. Que contient-elle? On voit ça avec Audrey Vétaz. Bonjour Audrey. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et Audrey, côté éducation, c'est une réforme plusieurs fois annoncée, puis laissée de côté, qui va peut-être enfin voir le jour. En effet, Oriane, les premiers jalons de la réforme de la formation des enseignants devraient être posés dès la rentrée de septembre, avec pour ambition de répondre à la crise du recrutement que connaît le métier depuis les années 90. L'une des principales mesures, c'est de ramener le concours enseignant pour le premier et le second degré à Bac+3 au lieu de Bac+5 à partir du printemps 2026. Les enseignants poursuivront ensuite un master professionnalisant et rémunéré, 1 400 € net la première année, 1 800 € net la deuxième année. En échange, ils devront s'engager à exercer le métier de professeur pendant une période de 4 ans. Écoutez. Cette évolution vise 3 objectifs: attirer davantage de candidats, préparer plus tôt au métier et élever le niveau de formation des futurs enseignants. Une réforme qui inquiète le premier syndicat du secondaire, le SNES-FSU, qui redoute que cela ne conduise à un recrutement au rabais pour les futurs professeurs de collège et de lycée. Monsieur Paco, vous en pensez quoi de cette idée de réforme et est-ce que vous comprenez l'inquiétude des syndicats? Oui. Je ne veux pas être dans l'opposition systématique, mais je ne suis pas convaincu que ce soit la mesure qui permette de rendre attractif le métier d'enseignant. Vous avez rappelé que la crise de l'attractivité date des années 90. C'est un tout petit peu après, en fait, parce que moi, je fais partie de ceux qui sont devenus professeurs, justement en 1991. Et il y avait eu une petite crise d'attractivité et ce qui avait permis de ramener pas mal de gens vers l'éducation nationale à ce moment-là, le ministre de l'Éducation s'appelait Lionel Jospin. Eh bien, il y avait eu une revalorisation qui était nette des salaires des enseignants à ce moment-là. On ne pourra pas rendre attractif le métier d'enseignant sans revaloriser de façon encore plus notable. Il y a des efforts qui ont été faits, faut être très franc, sous Jean-Michel Blanquer notamment, pour les débuts de carrière, on a notamment passé la barre des 2 000 € net et c'était indispensable pour des gens qui avaient Bac+5. Mais il va falloir continuer parce que quand on compare à nos voisins européens, nous sommes toujours dans la deuxième moitié du peloton. Donc, mais c'est possible dans le contexte budgétaire actuel ? Alors, c'est compliqué, mais c'est possible pour une raison très simple. C'est qu'on a une baisse triste du nombre d'élèves. Donc, très concrètement, on peut imaginer financer la hausse des salaires des enseignants par un non-remplacement d'un certain nombre d'enseignants. Alors, il faut trouver le juste milieu. Nous avons, grâce à la baisse du nombre d'élèves, une amélioration du taux d'encadrement. On peut continuer à l'améliorer très légèrement, et non pas beaucoup, en finançant une revalorisation des professeurs. Ça me semble indispensable. Les syndicats, ils ont peur de quoi? Ils disent, avec moins de temps de formation, avec Bac+3 seulement, on risque d'avoir des enseignants un peu moins bien formés. Ils n'ont pas tort. Après, l'important, c'est la partie pédagogique, c'est les 2 ans de professionnalisation. Exactement. J'attends de voir. Mais je comprends les craintes des syndicats et de certains universitaires. Et Audrey, une licence spécifique de préparation au professorat des écoles sera aussi mise en place. Oui, dès septembre prochain, écoutez.
Cette licence aura pour objectif de susciter des vocations dès la sortie du lycée et de mieux préparer les étudiants aux réalités du métier auquel ils se destinent. Elle reposera sur un cahier des charges ambitieux avec 70% des enseignements consacrés aux savoirs fondamentaux. Et elle prévoira également des périodes de stage dans les écoles. Avec l'idée notamment de faire remonter le niveau des petits Français en français, justement. D'après l'OCDE, 28% des Français ont un niveau de maîtrise faible de la compréhension de l'écrit. Vous pensez que cette licence, elle peut changer les choses sur le niveau ? Alors, la première des choses, c'est qu'effectivement, le niveau des petits élèves français a baissé. Voilà. Il faut avoir l'honnêteté, le courage de le dire. Les fameux classements PISA le disent. Et en mathématiques aussi, notamment. Oui, on parlait du français, là, mais il y a aussi les mathématiques. Tout à fait. Donc, il faut recentrer effectivement sur les savoirs fondamentaux, parce qu'on demande trop de choses à l'école. Qui trop étreint, mal embrasse. On lui demande d'apprendre tout dès le plus jeune âge. Il faut déjà se centrer sur lire, écrire, compter. Alors, est-ce que cette méthode, qui en fait est un retour à des pratiques anciennes, c'est ce qui se passait dès les années 60, voilà. C'est les anciennes écoles normales, d'une certaine façon, qui fonctionnaient pas si mal que ça. Je suis dans l'attente. Honnêtement, je n'ai pas d'avis tranché là-dessus pour l'instant. Et justement, puisqu'on parle de baccalauréat, Elisabeth Borne, elle a donné son avis sur Parcoursup, la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur. Avec une sortie qui a beaucoup fait réagir, je vous propose de la réécouter. Ça a été un des thèmes de la réunion, de l'échange que j'ai eu avec les recteurs la semaine dernière. Il faut se préparer très jeune, dès le départ, presque depuis la maternelle, à réfléchir à la façon dont on se projette dans une formation et dans un métier demain. L'esprit peut prêter à sourire. Ah oui. Il vous fait sourire. On va peut-être l'expliquer quand même. La ministre s'est depuis expliquée. C'est intéressant parce que sa position, elle diffère de celle de son Premier ministre François Bayrou concernant Parcoursup. Lui, il estime que la plateforme, elle impose aux jeunes une orientation trop précoce qui se transforme de fait en orientation sociale. Un jeune d'un milieu populaire n'aura peut-être pas toutes les informations, toutes les pistes des voies auxquelles il peut prétendre. C'est la raison pour laquelle Elisabeth Borne estime au contraire qu'il faut veiller dès le plus jeune âge, et donc elle l'a dit, dès la maternelle, à ce que le choix d'un élève ne soit pas lié à sa condition sociale. Et en fait, il faut lui donner les billes le plus tôt possible pour qu'il puisse avoir toutes les informations sur sa formation. J'en viens à une question, Monsieur Paco. Je vais essayer de ne pas rigoler, même si vous rigolez. Est-ce qu'il y a un déterminisme social avec Parcoursup ? Il y a un déterminisme social sans Parcoursup de toute façon. Je travaille sur les problématiques d'éducation prioritaire. La France est le pays d'Europe où malheureusement la provenance sociale influe le plus sur le parcours scolaire. Donc c'est pas du tout lié à Parcoursup. Alors on avait transformé admission post-bac en Parcoursup. Le système est pas parfait, il faut encore l'améliorer. Mais Michel Audiard aurait été ravi d'entendre cette sortie de la ministre. Alors je pense que c'était un volontaire. Après, qu'elle cherche à se rattraper avec une explication plus ou moins fumeuse, c'était pas brillant. Et voilà, quand on est tout petit à la maternelle, entre 3 et 6 ans, je pense qu'on ne pense pas exactement à son parcours universitaire ou pré-professionnel. Non, il y a un temps pour tout. Merci Audrey, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Oui, on parlera d'une proposition de loi sénatoriale qui va se transformer en texte de loi. Ce sera à suivre, c'est évidemment dans le club. Un dernier mot, Olivier Paco. Vous soutenez Bruno Retailleau dans la course au LR et vous avez repris votre carte au parti. Oui. Pour lui ? Oui. Pourquoi ? Écoutez, Bruno Retailleau, en politique, il y a des choses très importantes. L'incarnation, c'est quelque chose de clé. Et Bruno Retailleau incarne 3 dimensions très importantes quand on fait de la politique. La clarté. Il pense juste et il parle clair, la clarté. Les convictions, c'est un homme de conviction, personne ne peut lui nier ça. Et c'est un homme de courage. C'est un homme qui assume ses valeurs. Et c'est vrai qu'à droite, pendant longtemps, on a été plus ou moins louvoyant. Dans certains cas, par exemple, lorsqu'il y avait la réforme des retraites, certains n'ont pas été très présents lorsqu'il fallait assumer des positions qui étaient peut-être impopulaires, mais indispensables pour que le pays sache se redresser et trouver le chemin. Et Bruno Retailleau incarne ces valeurs, à mon avis. Il doit être le candidat à la présidentielle de votre parti pour vous ? Écoutez, c'est un peu tôt
colline après colline, comme dirait le ministre de l'Intérieur. Mais il pourrait être un excellent candidat à la présidence de la République parce qu'il va... Mais les LR auront les moyens d'avoir un candidat ? Je l'espère. Ou est-ce qu'il faut un candidat du bloc central ? Quand on voit les sondages, celui qui est le mieux placé, c'est Édouard Philippe à l'heure actuelle. Actuellement, oui, bien sûr. Ne nous racontons pas d'histoire. Si nous voulons avoir un président de la République qui vienne de la droite ou du centre droit, il faut qu'il n'y ait qu'un seul candidat au premier tour. Bon, alors... Comment sera-t-il désigné ? Je ne le sais. Mais j'espère que ce sera quelqu'un des Républicains. Et l'idéal pour moi, aujourd'hui, semble être Bruno Retailleau. Vous savez que j'aime beaucoup aussi Xavier Bertrand. Je pense qu'ils pourraient faire un remarquable ticket, tous les deux. C'est-à-dire Xavier Bertrand, Premier ministre de Bruno Retailleau ? Pourquoi pas ? C'est votre souhait ? Ben oui. Ah bah c'est sur ces mots qu'on va terminer. Merci Olivier Pacot. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. Dans 20 minutes dans le club, on reviendra sur les attaques des prisons et on va en parler également avec notre invité. C'est Véronique Louwagie qui nous rejoint.